Mesdames, Messieurs, je serai économe de votre temps et donc du mien car il se fait tard, et voilà 2 jours entiers que très fidèlement vous suivez les travaux de ce colloque. Cette présence fidèle et nombreuse m'amène à la première de mes conclusions. Ce colloque, les conférences et la table ronde, a été du point de vue de la participation un immense succès. Et ce succès confirme qu'il répondait bien à une attente. Il y a une trentaine d'années, le grand colloque, organisé par la Société de l'histoire du protestantisme français, sur ce protestantisme durant la Seconde Guerre mondiale, avait fait la portion congrue au protestantisme alsacien, avec une seule contribution, celle du regretté Bernard Vogler. Désormais, c'est un colloque tout entier qui lui a été consacré et nous espérons que la publication de ces actes fera elle aussi date. Avant de passer à la deuxième conclusion, il m'importe d'adresser en notre nom à tous mes remerciements à 2 personnes. Madame Patricia Carminer, appui scientifique de l'unité de recherche théologie protestante, qui, assistée par plusieurs étudiants, hommes et femmes, a assuré l'organisation pratique de ce colloque en lien avec le secrétariat de la présidence de l'UEPAL et son service communication. Organiser un colloque de cette ampleur n'est pas une mince affaire, surtout lorsqu'on doit calmer les ardeurs des personnes qui sont frustrées parce qu'elles n'ont pas eu de place. Mes remerciements vont ensuite au doyen Marc Linhart, qui a présidé le comité scientifique de ce colloque et qui, lui non plus, n'a pas ménagé ses efforts. Sans le travail de Marc Linhart, notre éminent maître, cet important colloque n'aurait pas eu lieu. Il nous a rendu un immense service. Il a rendu à l'UEPAL un service d'autant plus méritoire que d'aucuns lui avaient reproché injustement et sans guère être contredit d'avoir éludé la question qui nous a préoccupés. Or, en 2008, pour ne citer que cette étude, Marc Linhart avait publié un article dépourvu d'ambiguïté, méandre de la mémoire, les Alsaciens sympathisants et collaborateurs du régime nazi. L'essentiel, ou presque, y était déjà dit. Est-ce que ce colloque a guéri les mémoires, comme il espérait y contribuer? Je ne saurais y répondre en lieu et place de chacun d'entre vous, mais je relève que Freddy Raphaël, qui nous fait l'honneur d'être présent, nous a confié qu'à chaque fois qu'il parle des événements des années 1940, c'est une plaie vive qui se rouvre. Et son constat pourrait sans doute être partagé par d'autres personnes, même si, et j'insiste là-dessus, elles n'ont pas vécu des événements aussi dramatiques que Freddy Raphaël. J'aimerais revenir ensuite sur les sources qui ont été utilisées par les différents intervenants. Elles sont très riches et diverses. Rapports ecclésiastiques, journaux personnels, correspondances privées ou officielles, dossiers des pasteurs, prédications. Alors évidemment, l'accès aux sources privées peut poser un problème. Et pour ma part, je continue de comprendre fort bien que des familles puissent être réticentes à livrer des documents, surtout lorsque ces documents ne donnent pas de leur grand-père ou de leur père l'image qu'elles souhaiteraient. Après les documents se pose bien sûr la question de l'interprétation de ces sources. Or, cette question, sans surprise, continue de faire débat, comme c'est le cas à propos de la fameuse circulaire du président Maurer. En tout cas, il est important de replacer chaque document dans son contexte
de le lire en historien qui cherche à comprendre, et non pas avec un esprit naïvement indigné. Ce regard critique vaut aussi plusieurs contributions non soulignées pour les rapports faits sur les pasteurs par les autorités politiques au moment de l'épuration et a fortiori, bien sûr, pour les courriers de dénonciation. On ne peut pas les prendre pour argent comptant. La nuance vaut aussi pour le fait de savoir si les personnes de l'époque considérées étaient nazies ou pas. Plusieurs contributeurs ont insisté dans leur présentation sur la complexité de l'histoire. Et ce matin, Sylvie Albécar-Grapp a réagi à une conférence en rappelant que tout n'était pas nécessairement blanc ou noir, mais qu'il y avait différentes nuances de gris. Il a été question avec Marie Linhart des formes de la résistance spirituelle, mais l'on aurait pu s'appesantir aussi sans doute davantage sur les formes et sur les degrés de la collaboration. Il a été peu question, lors de notre colloque, des typologies utilisées par les historiens pour mettre en évidence les degrés soit d'adhésion, soit de résistance au nazisme, sachant par ailleurs, et c'est pour moi une question importante, que les individus sont susceptibles d'évoluer dans un sens comme dans l'autre, et que donc on ne saurait les figer dans les positions qu'ils ont prises en 1933 par exemple, ou en 1940. Nous avons aussi posé, sans doute insuffisamment, la question des motivations. Naïveté, absence de lucidité, comme cela a été mentionné lors de la table ronde, mais aussi opportunisme et conformisme, ainsi que cela a été souligné à propos des suiveurs, ces fameux Mitläufer. L'exposé sur l'entre-deux-guerres a montré qu'à côté de ces facteurs intemporels qui peuvent expliquer l'adhésion au nazisme, la question de la langue a joué pour les protestants d'Alsace et de Moselle un rôle beaucoup plus important que pour les catholiques, et que les maladresses, voire la répression sévère des autorités françaises durant l'entre-deux-guerres, a nourri et peut-être même radicalisé l'autonomisme. L'internement de certains autonomistes à Arches a aussi pu jouer un rôle dans leur évolution personnelle. Sans doute faudrait-il creuser une autre piste, un chemin qui naguère été emprunté au cours de ces 2 derniers jours, la question de l'anti-bolchévisme. En effet, si les pasteurs étaient au courant du Kirchenkampf, ils l'étaient toujours tout autant, et peut-être même davantage, de la persécution des églises en Union soviétique. Comme les Allemands, les Alsaciens mosellans ont pu, pour un temps au moins, tenir les nazis pour un rempart contre le bolchevisme. Du côté des facteurs prémunissants contre l'adhésion au nazisme, j'ai relevé le rôle important joué par les mouvements de jeunesse dans la formation de certains pasteurs. Il a été question beaucoup, voire exclusivement des pasteurs. Or, comme l'a relevé Christophe Piquer, il est contraire à l'essence du protestantisme de ne s'intéresser qu'à eux. De plus, se concentrer sur les pasteurs exclut à cette époque peu ou prou les femmes, qui ont souvent joué un rôle extrêmement important dans la résistance. Relevons donc qu'il resterait à examiner davantage, comme on l'a fait, l'attitude des fidèles. Je relève, concernant les enfants de pasteurs, qui ne sont pas tous devenus pasteurs, que certains d'entre eux sont allés jusqu'à s'engager
dans la Waffen-SS, tandis que Victor Nessmann, qui était le fils d'un pasteur plutôt conservateur, a été médecin à Lambaréné auprès d'Albert Schweitzer et qu'il est mort en résistant. Mais quels ont été les principaux résultats scientifiques de ce colloque, compte tenu de ses limites, à savoir la concentration sur les pasteurs? Lorsqu'elle a promu une enquête sur les années 1940-1944, l'UEPAL s'est inspiré de la démarche de l'Église du Palatinat, dont les résultats ont été publiés sous un titre sans appel, Protestanten ohne Protest. Si donc la démarche de l'Église du Palatinat, et qui avait certes employé des moyens humains et financiers autrement plus importants que les nôtres, si donc cette démarche a constitué un exemple, l'un des principaux résultats de ce colloque, me semble-t-il, est de montrer que le parallèle s'arrête là. Qu'en tout cas, on ne saurait mettre sur le même plan l'Église luthérienne d'Alsace, qui a conservé l'essence de son message, avec une Église dominée par les Deutsche Christen, qui eux prônaient la synthèse entre le christianisme et le nazisme, avec pour conséquence notable l'antisémitisme qui touche tant au traitement des personnes exclues de l'Église parce que d'ascendance juive que le traitement de la Bible, dont on élimine tous les éléments que l'on considère juifs. Or, en Alsace, le président Maurer a non seulement refusé d'embaucher les pasteurs de la tendance des Deutsche Christen, mais encore il a employé plusieurs pasteurs d'ascendance juive, et certains d'entre eux avaient même été chassés de l'église du Palatinat, sans parler de nombreux opposants politiques aux nazis. Ce fait-là est décisif, comme me l'a confié mon collègue Christoph Strom, qui sait de quoi il parle. Nous ne possédons certes pas toutes les réponses sur Charles Maurer. Toutes les sources n'ont pas été dépouillées. Le statut de tel ou tel écrit ou de telle ou telle déclaration reste incertain, voire controversé. Quant au silence, s'ils sont avérés, leur interprétation est encore plus difficile et il est délicat de les juger. La tâche de l'historien étant d'ailleurs, je l'ai rappelé, plutôt de comprendre. Dietrich Bonhoeffer lui-même constatait au tournant de l'année 1942-43, nous avons été les témoins muets d'actes mauvais. Comment juger les silences? Aussi, il me semble qu'il faut évaluer Charles Maurer à partir de ses actes, son soutien, qui à présent est largement documenté, aux pasteurs venus d'Allemagne, comme le soutien répété et sans faille aux pasteurs alsaciens lorsqu'ils étaient en conflit avec les autorités nazies. Ce soutien permet d'affirmer qu'il a joué un rôle central en permettant à l'Église luthérienne d'Alsace d'échapper à la nazification. Cela ne signifie pas non plus, on l'a dit très clairement lors de ce colloque, qu'il n'y a pas eu des défaillances individuelles, souvent pour un temps limité, mais parfois aussi jusqu'à la chute du nazisme. De même, personne ne contestera qu'il aurait fallu que les dépositaires de l'Évangile en fassent davantage. Mais il resterait à déterminer les conditions d'une telle action sous le terrible régime de l'annexion. Il convient de souligner aussi qu'une institution, et donc son président, n'a pas la même marge de manœuvre
que celle des pasteurs, des simples pasteurs ou des fidèles. Enfin, et c'est pour moi important de le mentionner, il existe deux manières de résister au totalitarisme. Soit l'opposition frontale, qui vous conduit souvent rapidement à être mis sous la touche, voire pire, soit la ruse. Alors, la ruse ne vous garantit pas les éloges de la postérité, loin de là, mais elle peut vous permettre une action autrement plus efficace que l'opposition frontale. Je terminerai ces conclusions par une observation personnelle, voire un avertissement, dont la portée dépasse la sphère ecclésiale, même si elle la concerne nécessairement. Concentrer nos regards, comme nous l'avons fait, et nous avons bien fait de le faire, concentrer nos regards sur un passé d'il y a 80 ans environ, et notamment sur l'antisémitisme de cette époque, ne saurait constituer un prétexte pour fermer les yeux sur l'antisémitisme d'aujourd'hui, qui, venant d'horizons nouveaux, se manifeste sous des formes parfois nouvelles, mais toujours par des propos et par des actes ignobles. Et cela ne saurait non plus constituer un prétexte pour ne pas condamner sans équivoque